Comment allez-vous? Alors, si j'avais su que c'était faisable en Skype, je serais peut-être... Non, je rigole. Qui connaît un peu mon travail? D'accord. Ils sont au fond. Est-ce que ce titre parle à quelqu'un? Une personne? Deux? Trois? Je vous ai fait la version un petit peu plus simplifiée, avec un titre beaucoup plus facile à comprendre. Et on va parler aujourd'hui des crypto-monnaies, on va parler des crypto-actifs sur tout ce qui est levée de fonds, et on va le voir pourquoi c'est une grosse opportunité pour 2019. Donc je vais me présenter rapidement, et pourquoi avant tout c'est primordial d'écouter, de bien comprendre cette présentation, parce que 2019, il va y avoir quelque chose qui va se passer sur le marché des crypto-actifs. C'est ce que je vais présenter, c'est ce que je vais vous décrire en détail. Donc c'est vraiment du contenu inédit, c'est du contenu qui vient de sortir, parce qu'on va le voir, il y a aussi une question d'actualité et de régularisation au niveau du marché des crypto-monnaies. Et notamment en France, il y a quelque chose qui va se passer au mois de mars. Donc on va voir, c'est vraiment du contenu inédit. Il y a très peu de choses qui se fait en termes de contenu sur cette thématique. Même aux États-Unis, il y a très peu de choses qui se fait. Donc on va voir beaucoup de choses. Il va falloir accrocher sa ceinture. Donc rapidement, je suis ingénieur de formation. J'ai un diplôme d'ingénieur en France et j'ai un diplôme d'ingénieur aux États-Unis. C'est important de le mentionner parce que c'est là-bas en fait, que j'ai découvert tout ce monde de la blockchain, le monde des start-upers qui lançaient des projets sur les crypto-monnaies. Donc j'ai habité 2 ans, en 2014-2015, à New York. Et c'est là-dessus que j'ai eu une révélation, que j'ai découvert une nouvelle passion et je suis aujourd'hui devant vous. Donc je suis un investisseur sur plusieurs tableaux, on pourra en discuter après si vous voulez. Je fais aussi pas mal d'immobilier, de bourse et sur le marché des crypto-monnaies. C'est là que la plupart des gens me connaissent, c'est là que j'ai une présence en ligne beaucoup plus développée. Donc j'ai sorti mon premier livre qui est arrivé, si je ne dis plus de bêtises, il y a 1 mois. Je vais le donner à Chantal. Oh, merci. Avec plaisir. Il en reste d'autres si vous voulez, j'en ai amené une dizaine si vous voulez en avoir. On va faire un petit tour de table. Qui ici a déjà investi en crypto-monnaie? Ok, c'est pas mal. Qui a investi dans une ICO qui est une levée de fonds? Ok, 1, 3, 4. Qui connaît le terme de STO? Il n'y a plus que Chantal, c'est ça? STO? Non? Qui maîtrise le terme de blockchain? Qui a entendu le mot mais ne maîtrise pas le terme de blockchain? Ok. Est-ce que Manon, tu pourrais définir ce que c'est le terme de blockchain? Allez. Manon, qui est derrière. Il ne fallait pas me dire tout à l'heure que tu ne connaissais pas le terme. Tu ne maîtrises pas? Virginie? J'ai bien ciblé, vous avez vu avec le t-shirt. La crypto n'est pas un crime. Alors, la blockchain, d'une façon simplifiée, c'est une technologie qui permet de décentraliser une information numérique et donc de la sécuriser. Quand on décentralise l'information, elle n'appartient plus à une seule personne, mais elle est dans le cloud et donc dans la blockchain, ce qui nous permet de la retrouver facilement, qu'on soit d'un bout à l'autre du globe. On peut retrouver cette information, on peut y accéder facilement et surtout, personne n'a d'influence plus qu'une autre sur cette information. Elle appartient à tout le monde et à ce qu'on appelle des nœuds. Elle transite par ces nœuds d'information au lieu d'être dans un seul et même lieu ou dans une seule et même institution. Voilà, c'est ce qui nous permet d'améliorer un petit peu la fluidité de l'information, de pouvoir la retrouver facilement, de pouvoir la sécuriser également, et donc d'éviter la centralisation et ses dérives, peut-être. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vais te donner une définition un petit peu plus simple pour que ça soit bien compris par tout le monde. C'est important
d'aborder le sujet parce qu'on ne va pas directement attaquer le marché des levées de fonds en crypto-monnaie. Ça n'aurait pas d'intérêt. Alors la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole informatique. Déjà, première chose, c'est un protocole informatique. C'est super important de le comprendre. C'est en quelque sorte un grand registre, c'est un terme qu'on reçoit souvent, qu'on voit souvent sur Internet, un grand registre, un énorme livre sur lequel il y a toutes les transactions possibles et inimaginables. Donc une fois qu'une transaction est sur ce grand livre, sur la blockchain, c'est impossible de l'enlever ou de falsifier la moindre information. Donc on a un niveau de sécurité qui atteint les 100%, un niveau de proximité qui arrive à 100% et surtout un niveau de traçabilité où absolument toutes les personnes sur la planète peuvent vérifier et tracer les informations. Le fait est, c'est avec les grandes innovations, les grandes révolutions, c'est qu'au moment où on l'a, au moment où ça arrive devant les gens, on ne maîtrise pas encore, on ne sait pas l'impact que ça va avoir. On est d'accord. C'est-à-dire que peut-être des décennies plus tard, plusieurs décennies après, on a eu l'habitude de cette technologie, on a pu voir l'impact que ça a eu. Mais sur le moment, ce n'est pas possible peut-être de calculer, d'anticiper la révolution, à quel niveau ça va révolutionner la planète. Donc on va revenir un petit peu en arrière, quelques années en arrière, avec l'invention de l'imprimerie. Les révolutions, les innovations, ça comble en général un vide, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui manquait dans notre civilisation et ça comblait un vide. L'imprimerie, avec M. Gutenberg, ça comblait le vide de la connaissance. Plus de perte de connaissance, plus besoin d'écrire à la main tout ce qu'on faisait à l'époque, donc on a comblé le vide de la connaissance. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle le moteur. Donc là, on comble le vide de l'énergie, de la puissance, plus besoin tout simplement d'avoir des hommes qui font le travail mécanique, plus besoin d'avoir des esclaves aussi, donc dans un sens, ça a fait beaucoup de choses pour notre civilisation. Troisième chose, Internet. Là, vous maîtrisez un petit peu plus, vous êtes dans la génération Internet, ça a comblé le vide de la distance. La distance dans tous ces termes, c'est-à-dire l'économie, la distance que vous pouvez avoir en termes de communication. On peut se parler aujourd'hui avec Eric qui est à Los Angeles, qui est quand même un petit peu loin. La prochaine innovation qui sera à l'échelle d'Internet, voire plus, et c'est sur quoi on va parler aujourd'hui, c'est la blockchain. Ça va combler un vide qui aujourd'hui très très important, c'est quelque chose d'assez primordial pour l'être humain, vous le faites aujourd'hui plusieurs fois, plusieurs centaines de fois par jour sans vous en rendre compte, c'est... Quelqu'un sait ce que c'est? La confiance. Le vide de la confiance. Alors pourquoi la confiance? Parce que la confiance, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui dans le monde. Alors pas que la confiance pour les individus, mais la confiance pour les entreprises. La confiance, c'est probablement la devise la plus importante pour une entreprise. C'est ce qui coûte le plus cher. Si j'ai confiance en toi, si tu as confiance en mon entreprise, tu vas faire une transaction avec moi. Donc la confiance, ça se calcule en termes de milliards au final. Avec la blockchain, on va avoir donc le vide de la confiance qui va être comblé. Donc voilà, tout simplement, la blockchain va à la fois supprimer les intermédiaires, donc ça c'est le titre de mon livre, tuer les intermédiaires et construire des entreprises de confiance. Pourquoi? Donc vous avez compris le principe de la blockchain, toutes les transactions sont traçables par n'importe qui. Donc vous connaissez probablement plus le terme de crypto-monnaie. Les cryptoactifs sont la forme que prend la blockchain. Je répète ça. Les cryptoactifs ou les crypto-monnaies, vous appelez ça comme vous voulez, c'est comment le grand public voit la blockchain. À l'époque, Internet, le grand public ne voyait pas ce que c'était, ne comprenait pas ce que c'était. Il a fallu attendre des dizaines d'années après, avec le fameux www, pour donner une forme à Internet. Là, le grand public a vu ce que c'était, en quoi c'était utile. On a Facebook, on a YouTube, on a nos blogs préférés, mais à l'époque, le grand public ne savait pas comment ça marche. Et encore aujourd'hui, on n'a aucun intérêt à ce que le grand public sache comment ça marche Internet. C'est la même chose pour la blockchain et les crypto-monnaies. Le grand public ne va jamais savoir comment ça marche derrière, comment ça marche en termes de code, en termes de développement. Par contre, les crypto-monnaies, c'est ce qui donne une forme à la blockchain. Est-ce que c'est OK pour vous? Il y a deux grandes familles dans les crypto-actifs. La plupart des crypto-monnaies que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle des utility tokens. Est-ce que Luc, tu peux nous citer des crypto-monnaies que tu connais? Ouais. Ouais. OK, voilà, on en a deux autres. Ethereum, Ripple, ce sont des utility tokens.
Pourquoi on appelle ça utility? Parce qu'on les utilise et ça sert à ça. La grande opportunité que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sur les security tokens. C'est là-dessus qu'on va essayer de se positionner en 2019 et où on va faire beaucoup d'argent. Donc il y a 3 grandes différences entre les security tokens et les utility tokens. Donc encore une fois, la plupart des cryptos que vous connaissez, ce sont des utility tokens. La première, c'est qu'un utility token, ça sert en fait tout simplement à être utilisé, à l'inverse du security token qui est là pour tout simplement représenter quelque chose qui existe dans la vraie vie. Je vais vous donner un exemple. Un security token pourrait être un token qui est adossé à un bien immobilier. Un security token pourrait être un token qui représente une œuvre d'art, qui représente vraiment un actif dans la vraie vie. Donc ça, bon, désolé, c'est en anglais. Encore une fois, il y a très peu de contenu que j'ai trouvé en français. C'est ownership of assets, donc vraiment un actif. Alors qu'un utility token, la crypto-monnaie que vous connaissez, ça donne accès à un service. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien qui est représenté, qui est adossé à ce crypto-actif. Donc on arrive facilement à comprendre le deuxième point, c'est qu'un utility token, c'est fait pour être acheté et pas pour être revendu. Et c'est le problème numéro 1 du marché des crypto-monnaies, c'est que ça fluctue. Ça fluctue beaucoup et ça ne devrait pas l'être parce qu'un utility token, c'est fait pour être acheté et gardé. Quand vous achetez une télé pour la regarder, pour la garder au long terme. Vous ne faites pas un achat-revente de télé pour la revendre 2 jours après. Quand vous achetez un canapé, vous achetez un canapé pour le garder, pour pouvoir être sur votre canapé et regarder la télé que vous avez achetée. Pas pour revendre votre canapé 2 semaines après. Donc là, c'est ce qu'on appelle un utility token. C'est fait pour être gardé. Ethereum est fait pour être gardé, utilisé et être utilisé par des développeurs. A l'inverse, un security token, là, ça devient intéressant parce qu'on parle d'investissement. On attend un profit derrière. Si on achète un security token qui représente un bien immobilier, on va vouloir faire une plus-value ou toucher des dividendes qui représentent les loyers de ce security token. Donc là, oui, on attend derrière une plus-value, on attend que ça fluctue, on attend une plus-value. Donc c'est super intéressant pour nous, investisseurs, alors que ce n'est même pas encore d'actualité, ça n'existe pas encore. Troisième chose, c'est que les utility tokens, pour l'instant, c'est un peu la jungle. C'est-à-dire que le marché des cryptos, jusqu'à aujourd'hui, vraiment jusqu'à peu près aujourd'hui, septembre, octobre, novembre 2018, c'était vraiment la jungle. Pour ceux qui ont investi, que ce soit fiscalité, imposition, ça change, enfin, qu'importe le pays, ce n'est pas du tout la même politique, et c'est un peu la jungle, encore une fois. A l'inverse, un security token va être régulé. Et ça, c'est super important, parce que quand on a un marché régulier, il y a des fonds institutionnels qui vont se positionner. Et il y a énormément plus d'argent qui va arriver sur les security tokens que sur les utility tokens. Et donc, réguler, ça veut dire avoir une licence de l'AMF en France, avoir une licence de la SEC aux États-Unis, la SEC c'est l'AMF aux États-Unis, et vraiment avoir quelque chose qui est validé et qui représente un actif dans la vraie vie. KYC, ça veut dire Know Your Customer, pour la plupart, je pense, vous connaissez le terme, c'est vous donnez votre identité, vous remplissez quelques petits papiers et vous pouvez investir. Et c'est là qu'est l'opportunité de faire un maximum d'argent en 2019, c'est de se positionner sur les premiers security tokens et d'attendre les fonds institutionnels, les fonds privés des pays, des particuliers richissimes qui vont se positionner sur vos security tokens. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc là, vous comprenez un petit peu plus le titre de mon livre, le sous-titre plutôt, comment la blockchain et la tokenisation vont bouleverser l'immobilier et bien d'autres marchés. Donc tokenisation, ça veut dire créer un security token sur un actif dans la vie réelle. Tu es perplexe, Luc. Je vais répéter. Donc, tokeniser un objet, on va reprendre un autre exemple, tokeniser une œuvre d'art, c'est créer un security token qui va représenter cette œuvre d'art, qui va pouvoir être échangée sur les marchés et qui va rendre liquide des choses qui ne le sont pas dans la vie. Un bien immobilier n'est pas du tout liquide, c'est complètement illiquide. Si vous voulez vendre un bien immobilier, vous allez mettre 6 mois au minimum, vous allez devoir passer devant un notaire, et si vous avez besoin d'argent, vous pouvez attendre. Alors que là, on va rendre un bien qui au départ est liquide, le rendre liquide à 100%, et on va pouvoir l'échanger en un seul clic.
en 2 secondes à n'importe qui contre un autre security token qui représente peut-être un token d'une œuvre d'art. Et donc l'argent qui va se faire en 2019, c'est sur les security tokens, pas sur les utility tokens qui étaient jusqu'à aujourd'hui un petit marché, il faut se l'accorder. Le marché des cryptos est encore aujourd'hui un petit marché. Et donc on arrive maintenant au terme de ICO et STO. Tout simplement, c'est des levées de fonds, soit sur un utility token, c'est ce qu'on appelle une ICO, soit des levées de fonds sur des security tokens, donc security token offering. La plupart d'entre vous connaissent peut-être le terme d'ICO. Ça a buzzé en 2017, on va revenir dessus, je vais vous donner quelques chiffres. Là, l'opportunité est sur ce qu'on appelle aujourd'hui les STO. On va aller chercher un x100. On va aller chercher, on met un billet de 1000 sur une STO, on va avoir 100 000 € 6 mois après. Intéressant. J'en ai fait quelques opérations comme ça sur les ICO, je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, ça va être très compliqué de refaire ça sur les ICO. On peut le faire en 2018, il y en a quelques-unes qui l'ont fait, des rendements comme ça, mais ça demande beaucoup d'expertise et d'expérience. Les STO, ça va être la prochaine vague, ça va être le prochain buzz, ça va être le prochain hype. Ça va faire comme en 2017. Vous prenez n'importe quel ICO, vous mettez de l'argent dedans, vous faites x10, x20, x50. Ça va être pareil, mais pour les STO, en 2019. Donc je vous dis ça, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Donc pour bien comprendre, les ICO, STO, donc ce sont des levées de fonds, donc des startups qui font des levées de fonds, puisqu'en fait, des crypto-monnaies, ce sont des startups avec des gens derrière. Ce sont des startups avec des développeurs, des ingénieurs, des marketeurs, des mecs dans la com. Ce sont vraiment des petites entreprises qui lancent un projet sur la blockchain avec la création d'une crypto-monnaie, que ce soit utility token ou security token. Et pourquoi je vous ai mis une petite photo de Warren Buffett? Parce qu'en fait, là, ce qu'on fait, le travail qu'on va faire, que je vais vous présenter, c'est un travail de business angel. C'est exactement ce que fait Warren Buffett. Pour le marché classique, traditionnel, des entreprises, hein, j'entends bien, il ne le fait pas, il est assez anti-crypto, M. Buffett. Le fait est que ce que je vais vous présenter juste après, c'est exactement le travail que fait Warren Buffett, mais on va le faire pour les crypto-actifs, pour les security tokens. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, petit point super important pour vous rappeler encore l'opportunité qui va arriver. Ça, c'est ce qui s'est fait au niveau européen au mois de septembre. Après, on va voir ce qui s'est fait au mois d'octobre en France, qui montre bien, encore une fois, que ça va exploser et que c'est une opportunité qui ne se représentera pas une deuxième fois. En gros, ils nous disent que les ICO, c'est bien, c'est cool, et que c'est une forme de financement qui est tout à fait OK. STO, pareil, c'est la même chose. Ensuite, en France, petit tweet de notre ministre Bruno Le Maire, qui nous a confirmé que, encore une fois, au niveau français, les ICO, les STO étaient quelque chose de tout à fait viable. Donc c'est la loi Pacte qui est sortie au mois d'octobre, au début octobre, avec notamment les articles 26 et 26 bis. Alors, ne le lisez pas, je vous ai mis ça vraiment pour votre culture générale. Allez le vérifier ce soir, demain. Ce qui est intéressant, c'est cette dernière phrase. Ça vient d'être annoncé, mais la promulgation va arriver en mars 2019. C'est-à-dire que les fonds institutionnels français vont arriver en mars 2019. Si vous vous placez avant et pendant cette phase qui va durer quelques mois, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc on fait un petit résumé. 2017, pour ceux qui suivent le marché des cryptos, je suis désolé pour ceux qui ne maîtrisent pas trop ce marché. Donc 2017, vous l'avez sûrement entendu, ça fait boom. Il y a eu une bulle. C'était l'année des ICO. Et effectivement, tout le marché des crypto-monnaies a fait un x10 dans sa globalité. En 2018, éclatement de la bulle, c'est ce qu'on appelle un bear market. Et toutes les régularisations sur les crypto-actifs, les ICO, les STO. C'est ce que je viens de vous montrer au niveau mondial, européen et français. 2019, année des STO et prochain bull market. Et ce que je viens de vous dire, je vous le rappelle, c'est que les millions de dollars ils vont arriver sur les STO, ce qui n'était pas encore arrivé sur les ICO. Alors comment on fait maintenant? On investit sur quoi? Comment on fait? Alors, rapidement, encore une fois, le gros challenge de la technologie blockchain, c'est ce qui vient de se passer, c'est au niveau politique, de ce qui va avec tout
tout ce qui est imposition également. Ça, on pourra en reparler tout à l'heure. À commencer par à la fois avoir des licences en règle dans son pays, plus avoir des plateformes qui proposent des STO. Parce qu'aujourd'hui, on a des plateformes qui proposent des crypto-monnaies, on a des processus, des plateformes qui proposent des ICO, mais il n'y a quasiment que dalle sur les STO. J'ai dit presque, parce qu'il y a quand même quelques acteurs qui viennent de se lancer sur cette brèche, et il y en a notamment un qui devance un peu les autres, c'est Polymath. Alors normalement, là, ça prend ses notes. Parce que Polymath, alors écoutez bien, donc Polymath va mettre en place des security tokens, va donner l'opportunité à vous et à moi d'investir sur des security tokens, mais Polymath est donc un utility token lui-même sur la blockchain d'Ethereum. Donc on répète, on a la blockchain d'Ethereum qui sert à créer des utility tokens. Polymath a créé un utility token qui est Polymath, et Polymath va permettre aux gens d'acheter des security tokens. Et en tant que utility token, c'est donc une crypto-monnaie que vous pouvez acheter. C'est d'avant-hier, je crois que je fais ces petits screenshots, vous pouvez vérifier, il est un petit peu descendu, je crois. Là, vous avez déjà une opportunité d'achat qui peut faire x50. En gros, vous avez deux choix. Soit vous investissez sur les STO que vont proposer Polymath, mais vous pouvez aussi investir dans l'entreprise Polymath. C'est tout à fait logique. Vous pouvez acheter des produits d'une entreprise ou investir sur l'entreprise elle-même. Donc, on va pouvoir investir dans les STO en 2019 sur Polymath, mais on peut de suite acheter des actions de Polymath. Et Polymath peut très bien, je pense sincèrement, arriver facilement à 10 € la crypto-monnaie. Donc là, on en est à quelques centimes, on est à 24 centimes. Faites le calcul, rien que sur cette opportunité-là, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Bonjour, juste une petite question, je suis un peu perdu. Ça, c'est normal. une action ou est-ce que c'est un coin que je peux acheter? Un token, C'est un pardon. crypto-actif. C'est un crypto-actif? Sauf qu'en fait, pour faire simple, et ce que j'explique aux gens qui ne comprennent pas ce que c'est un crypto-actif, en fait, c'est comme une action en bourse, ça représente Totalement. un projet, et tu peux acheter l'utility token de ce projet qui est en fait une action comme en bourse. Pareil. Et concrètement, moi je suis inscrit sur Coinbase. J'ai uniquement Coinbase, je ne suis pas trop dans les cryptos, mais voilà, Ouais. Pour T'as acheter pas trop cette crypto Polymath, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Imaginons que j'ai des Ethereum, et il faut que je Bah, m'inscrive je m'attendais à voir la question. Excuse-moi, je suis un peu pressé peut-être, mais j'étais un peu perdu, je suis vraiment Non, navré, c'est tout à fait viable comme question. C'est peut-être la meilleure des questions que tu aurais pu poser. Coinbase, tu peux pas. Hein. Il y a aujourd'hui peut-être 7 cryptos parce qu'ils viennent d'en rajouter une dernière là. Tu oublies. Sur Binance, tu peux en acheter. Okay. C'est ce que je voulais savoir. Sur Binance, c'est-à-dire que Polymath c'est un peu passé inaperçu parce qu'ils ont lancé leur levée de fonds, ils l'ont fait pendant le bear market et encore une fois il y a eu très peu de hype pendant l'année 2018. Donc c'est un peu passé inaperçu, mais je crois que c'est à peu près 70e crypto actif en termes de capitalisation. Et tu peux en acheter, voilà, ça c'est un screen de Binance. Okay. Merci beaucoup. Parfait. Et ensuite donc Polymath, elle sera une plateforme pour que tu puisses acheter des STO. En fait, si tu comprends ce que c'est Ethereum par rapport aux autres utility tokens, bah Polymath sera l'Ethereum pour les utility tokens, sera donc l'Ethereum pour les STO. Donc quand on connaît l'histoire d'Ethereum, qui est quand même passé de 30 centimes à 1400 $ l'action, le cryptoactif, ça peut faire la même pour Polymath. Là, vous avez un tips à plusieurs milliers d'euros. Hein. C'est la petite information qui fait que vous avez déjà remboursé le séminaire. On va revenir un petit peu en arrière. Donc 2017, c'est l'année des ICO. C'est ce que je vous ai dit. Il y a eu un énorme boom sur les ICO. On pouvait mettre n'importe quoi sur n'importe quel projet. Vous gagnez de l'argent. La plupart des gens, et je suppose que si on prend ceux qui connaissent le terme d'ICO, l'ont entendu en 2017. Et là, vous le voyez, on pourrait prendre 2016, c'était la même chose. Hein. Jusqu'en avril, personne ne connaissait le terme. Je l'ai connu en 2016, fin 2016. Par contre, après, c'était la Bérésina. C'est un peu parti n'importe comment. Mais effectivement, dernier trimestre 2017, vous mettez un billet sur n'importe quoi, vous gagnez de l'argent. L'opportunité sur les STO va se représenter, ça va être la même chose en décuplé, beaucoup plus important.
Et donc, voilà, en gros, même, vous pouvez mettre n'importe quoi sur les premiers STO, vous allez gagner de l'argent. On va revenir sur quelques exemples d'ICO. Donc, la plus connue, c'est l'Ethereum, donc la deuxième plus grosse crypto-monnaie. L'ICO, donc la levée de fonds, était de 31,1 centimes. Aujourd'hui, elle est à 218 $, donc ça fait x 700. x 700 après le crash. C'est-à-dire que si on revient en haut de la bulle des crypto-monnaies, on est à x 4430 en 4 ans. Donc vous mettiez 1000 €, aujourd'hui vous en aviez 700 000. Si vous avez revendu au pic, vous en aurez eu 4 400 000 € en mettant un billet de 1000. Alors malheureusement, je n'ai pas participé à l'ICO d'Ethereum, j'en ai eu seulement à 8 $, c'est déjà pas mal. Je vous laisse faire le calcul. Deux exemples encore. Deux exemples sur lesquels maintenant j'ai investi. Pour ceux qui ont investi dans les ICO, vous avez investi sur quoi? Sur? Ouais. Tu as investi sur une ICO? Les ICO? Ouais, tu as déjà investi dessus, tu avais levé la main. Oui, par exemple EOS, on a acheté tout plein quand ils étaient bon marché pendant Très très bien. Donc effectivement, je vais vous partager mon plus beau résultat. Stratis, à 0,07. Il est à 1,5 $ après le crash, donc ça fait x 200 quand même. Donc vous mettiez un billet de 1000, vous faisiez 200 000. Si on revient au pic de décembre, ça faisait x 3057. Donc l'opportunité sera la même, je vais me répéter beaucoup, hein, c'est-à-dire que la répétition fait partie de l'éducation quand même. Donc l'opportunité sur les STO sera la même. Un dernier exemple, le dernier en date, pour ceux qui suivent mon contenu, vous l'avez vu passer, et tant mieux si vous avez pu investir, ça fait x 17 en 3 jours. En 3 jours, hein, donc de 1000 à 17 000 €, vous cash out, vous avez 17 000 €. Mais l'opportunité, c'est sur les levées de fonds. Vous pouvez toujours investir en crypto-monnaie en bon père de famille. Il y a des personnes qui s'y connaissent, à commencer par Olali évidemment, Chantal, Virginie. Mais là où on fait beaucoup d'argent, ça va être sur les ICO et les STO en 2019. Alors, un slide un peu culture générale pour toujours essayer d'apporter un peu plus de valeur. En France, c'est très compliqué de lancer un projet crypto, et encore plus une levée de fonds, parce que déjà on nous met des bâtons dans les roues, et en plus au niveau de l'imposition et de la taxation, c'est très compliqué. Donc la plupart des projets franco-français vont voir en Suisse, où en gros, il y a 0% de taxation et d'imposition. Donc au niveau de l'Europe, la Suisse, il y a énormément d'ICO, de STO qui se font parce que justement, on ne se fait pas taxer en Suisse. Il y a quand même quelques irréductibles gaulois qui ont lancé leur projet en France, leur ICO en France. Donc ça, c'est quelques exemples. Taleo et PickYourChain, je les connais personnellement. PickYourChain, ils sont de chez moi, ils habitent à Montpellier, on s'est déjà rencontrés, ils sont super sympas. En gros, leur projet, rapidement, c'est de mettre tout ce qui est RGPD sur la blockchain. Donc, vous l'avez forcément entendu cette année, les problèmes de Facebook, de Mark Zuckerberg au tribunal. Vous mettez toutes les données personnelles sur la blockchain et en gros, vous arrivez justement grâce à la blockchain à avoir un niveau de traçabilité et de sécurité totale. Donc, plus de problème des données personnelles. Taleo, ils sont de Toulouse et le projet, c'est de tout simplement mettre un des problèmes des freelances, c'est à la fois le parcours, les diplômes, si on peut dire, et surtout la réputation d'un freelance sur la blockchain, pour qu'on aille vraiment vérifier le parcours, est-ce que peut apporter un freelance à quelqu'un. Donc vous avez vraiment des projets super nichés, et ce sont tous des projets qui sont passés par une ICO. PickYourChain a levé, je crois, 20 millions, et Taleo a levé 60 millions. Alors, nous y voilà, l'approche analytique, comment je fais pour analyser les centaines d'ICO par mois et les bientôt centaines d'STO par mois. Comment on fait pour reprendre les idées de Warren Buffett sur le marché crypto-monnaie? Alors, on va faire simple. On va aborder 5 paramètres qui sont peut-être les plus importants pour moi, où là, vous avez peut-être 99% de réussite et de gagner de l'argent derrière. C'est d'aller regarder quelques petits paramètres. Ce que j'appelle les paramètres quantitatifs et les paramètres qualitatifs. Pourquoi? Dans l'idée, je me fais un petit tableau avec
plein de paramètres bien précis. Ce sont soit des notations, des notes que je vais mettre. Donc ça, ce sont les paramètres qualitatifs, où je dis par exemple que l'équipe a 8 sur 10. Je vais mettre une note. Donc c'est un peu subjectif, ça demande un peu plus d'expérience. C'est pour ça que j'ai appelé ça des paramètres qualitatifs. Dans ce tableau, il y aura aussi des paramètres quantitatifs. C'est-à-dire que là, ce n'est pas moi qui donne une note, ce sont simplement déjà des chiffres qu'on va pouvoir comparer. Et avec l'expérience, on sait que tel ou tel chiffre va donner plus de résultats. Je vais vous expliquer après, je vais vous faire un screenshot de ce tableau. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'aller chercher et de comparer toutes les levées de fonds par an et de faire un comparatif. En gros, je vais analyser les centaines d'ICO par an, ça va me sortir un tableau, ça va me sortir une note globale, et on va dire que le top 10, le top 15, le top 20, je vais investir dessus. C'est tout. Ça va me donner des notes. Vous allez le voir après, voilà, QuartChain, il y avait 95 sur 100, c'était ma note finale. Forcément, j'ai investi sur QuartChain. J'ai bien fait. De nouveau Warren Buffett. Alors, on va aller un petit peu plus dans le détail. Le facteur humain, le plus important. Comme disent les Américains, on investit d'abord sur une équipe et pas sur un projet. Invest in teams, not in projects. Parce que ça sera beaucoup plus impactant. Un projet moyen avec des mecs géniaux derrière ira beaucoup plus loin qu'une idée révolutionnaire avec des quiches derrière. Donc qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les membres de l'équipe, parce qu'on sait qu'un cryptoactif, c'est une start-up avec des gens derrière. Qui sont ces gens? Pour qui ils ont travaillé? Quel est leur CV? Normalement, si vous allez lire le papier blanc, ce qu'on appelle un white paper, il y a même les pages LinkedIn des membres de l'équipe. Donc on va aller analyser tout ça, on va regarder aussi les conseillers, ce qu'on appelle les advisors, et on va regarder aussi ce que j'appelle une tête d'affiche, c'est-à-dire qui est le porteur de projet, qui porte le projet sur ses épaules. Si forcément on a demain un Elon Musk ou un Mark Zuckerberg qui lance son cryptoactif, ça va buzzer, vous allez gagner de l'argent. Un petit exemple sur la levée de fonds de BAT, pour ceux qui connaissent. En fait, BAT a été créé par le fondateur de Firefox. C'est quand même une tronche, et c'est aussi le créateur d'un langage informatique qu'on appelle JavaScript. Donc c'est quand même un mec super balèze dans le milieu. Il a lancé son cryptoactif, il a levé 35 millions en 30 secondes. Voilà, c'est ce que j'appelle une tête d'affiche. C'est toujours mieux d'en avoir. Sur Ethereum, pour ceux qui suivent, il y a quand même un mec qui est mis en avant. Et si un mec qui est mis en avant et qui est connu, ça marche toujours mieux. Mais globalement, on va regarder qui sont les mecs derrière, pour qui ils ont travaillé, si c'est vraiment pertinent par rapport à ce qu'ils proposent. Le produit, parce que bon, c'est bien d'avoir des mecs géniaux, mais quand même le produit, la concurrence, donc c'est une vraie analyse de marché. On va comparer ce qui est comparable et est-ce qu'il y a un prototype. Quel est l'objectif, la vision, la roadmap? La roadmap, c'est ce qu'ont prévu l'équipe pour les années à suivre. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour 2019? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour 2020? Et on va analyser tout ça, et au bout d'un moment, ça va revenir. Il y a des choses qui reviennent systématiquement, qui font que c'est bien ou c'est pas bien. Les métriques que je vous ai expliquées, ce sont tout simplement des choses qui sont déjà établies. Le prix, on va comparer des prix. Le hard cap, c'est la limite que demande la levée de fonds. Admettons, on va demander 30 millions de dollars, pas un dollar de plus. Ça, c'est très bien. On sait qu'à partir de 40 millions de dollars et au-dessus, ça commence à être tendu et il n'y a aucune utilité de demander 200 millions de dollars. Et vous avez de fortes chances que ça soit pas forcément une arnaque, mais que les gens vont peut-être se barrer avec la caisse. Donc il y a plein de paramètres à regarder comme ça qui font qu'effectivement, ça revient systématiquement et on peut les comparer. La hype aussi, c'est super important. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le plus beau des projets, si personne n'en parle ou l'utilise, vous ne servez à rien. Vaut mieux même un projet peut-être un tout petit peu moins bon, c'est le cas du Bitcoin. Le Bitcoin n'est pas du tout parfait, il y a plein de choses à faire encore à développer sur le Bitcoin, mais ça reste quand même la crypto-monnaie qui a été adoptée par la masse. Donc en gros, la hype, comment on fait ça? On va regarder tout ce qui se passe sur Internet. Et on va regarder les communautés. Alors c'est facile de falsifier les communautés, hein. C'est facile de rajouter des faux comptes, c'est facile de mettre des bots. C'est pour ça que je vous ai aussi mis l'index de recherche Google, parce que si on a un compte énorme, admettons sur Telegram, et que derrière on sait que l'index de recherche Google est de 5 sur 100, c'est qu'il y a une embrouille quelque part. Donc il y a plein de choses à regarder comme ça qui font que oui, on va y aller, ou non, red flag, on n'y va surtout pas. Est-ce que c'est OK pour vous? Il y a plein de choses à regarder. C'est devenu un peu mon métier. C'est un peu, je passe 80% de mon temps à faire ça. Je le fais pour moi de base.
Et après, forcément, en créant une communauté derrière, il y a les gens qui me suivent et qui ont des résultats. Donc je vous ai dit ce qu'il fallait regarder, mais je ne vous ai pas dit exactement ce qu'il fallait absolument qu'il y ait. Alors 4 points. Un prototype, ça c'est la base, super important. C'est-à-dire que 95% des ICO qui ont fait gagner de l'argent aux investisseurs avaient un prototype. Pourquoi je dis ça? Ça peut paraître con, mais il y a quand même des projets, des cryptos, des startups qui lancent une levée de fonds juste avec une idée sur un papier. Ça rime à rien. On ne demande pas 50 millions de dollars juste en ayant une idée. Il faut au minimum ce qu'on appelle un MVP, donc c'est un produit minimum viable qui a été testé, approuvé avec, admettons par exemple, une plateforme déjà d'échange, ou enfin qu'importe le projet. Mais minimum un prototype. S'il n'y a pas de prototype, vous n'investissez pas, même si c'est une idée qui paraît révolutionnaire. La plupart des arnaques qui a été fait en 2017-2018, il n'y a pas de prototype, en gros. Pourquoi tu investis sur une idée et en gros, il n'y a rien qui a déjà été créé. Ça rime à rien. Une équipe Dream Team, c'est ce que je vous ai expliqué rapidement, les membres, les compétences, le CV, le profil. Un autre exemple que j'avais conseillé au mois de janvier, c'était Bitoken. Bitoken qui est en gros potentiellement un concurrent à Airbnb, mais un Airbnb sur la blockchain avec 0% de commission. Et qui était derrière? Il y avait des mecs, des ingénieurs de chez Google, de chez Facebook, de chez Uber. Quand même. Sachant que Airbnb, c'est comme l'ubérisation de l'immobilier, sachant qu'il y avait des mecs de chez Uber, ils savent de quoi ils parlent. Donc, ensuite, le hard cap, je l'ai déjà mentionné, en dessous de 30-40 millions, c'est super important. Donc là aussi, si vous voulez vous amuser à faire des analyses, n'investissez pas sur des projets qui demandent 100 millions, 500 millions, 1 milliard. C'est déjà arrivé 1 milliard. Métrique et hype, donc on va comparer les données qu'on a déjà, et on va les comparer entre plusieurs projets pour nous donner un tableau final avec une note globale. Un petit exemple, j'ai comparé QuartChain sur lequel j'ai investi et une crypto qui me semblait bien sur le papier, et je les ai comparés. Voilà, je ne vous ai pas mis tous les paramètres, je vous ai mis ce qui était le plus facile à comprendre. Donc il y a les paramètres qualitatifs, donc j'ai mis 10 sur 10 à l'équipe sur QuartChain, 8 sur 10 sur les conseillers, DeepCloud IA, c'était 8 et 7. Bref. Ensuite, j'ai comparé les hard caps. Donc là, on est bien en dessous de 30 millions. Les deux étaient OK. C'était une bonne note. Et ensuite, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais pourcent de distribution, c'est effectivement quand on a des tokens qui ont été vendus par rapport aux tokens qui ont été proposés. C'est pas grave. Ensuite, la concurrence, l'idée, le lancement, les membres. Là, on voit que l'index de recherche Google, il y avait un problème avec le deuxième projet. Quand on compare tout ce qui est comparable, on est arrivé à une note finale de 95 sur 100 et 59 sur 100, sur lequel vous auriez investi. QuartChain, évidemment. Et effectivement, ça a fait x17 en 3 jours. Donc ça me donne un grand tableau comme ça, avec des centaines de data, des centaines de comparaisons, et à la fin, j'investis sur la meilleure. Un exemple concret récent, c'était cet été, donc le dernier jour de l'ICO, pour pouvoir investir sur cet ICO, c'était le 2 juin, et donc quand on fait une ICO, on annonce un prix, ce prix ne bouge pas. Donc là, c'était quasiment, on va dire presque 2 centimes par utility token, et 3 jours après, ce token arrive sur d'autres plateformes connues comme Binance, arrive sur KuCoin, et elle fait x17, on arrive à 34 centimes. J'ai revendu à ce moment-là, donc j'ai fait x17 en 3 jours. Le 7 juin, c'est redescendu à x10 parce que c'est systématique, ça fait un pump and dump comme ça, c'est-à-dire que certains investisseurs prennent leurs profits au court terme, c'est ce qu'on appelle take profits, et ça fait un pump and dump comme ça. Bon, x10, même x10, en 5 jours, on prend. Alors, on arrive à la fin de mon petit tableau. Ça, c'est un autre exemple que j'ai cité tout à l'heure de Bitoken, où effectivement, c'est le Airbnb sur la blockchain, pour vous expliquer comment ça marche. Alors, je vous ai remis que vous êtes un business angel, vous n'êtes pas un investisseur crypto lambda. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que sur le marché traditionnel, en gros, vous pouvez acheter ce que vous voulez quand vous voulez. Vous revenez dans une semaine, le Bitcoin sera toujours là sur votre plateforme préférée. Enfin, en gros, vous n'avez pas à être là quand il le faut, et il n'y a pas des choses absolument primordiales sur lesquelles vous devez vous placer. Pourquoi le processus est complètement différent avec les levées de fonds? C'est parce qu'il y a énormément de choses à regarder, des choses importantes et surtout des moments clés sur lesquels être présent. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc là,
c'était une phase, la plupart du temps dans les SEO, dans les STO, c'est ça. Il y a plusieurs phases. La première, c'est la phase de vente privée, sur laquelle la plupart d'entre vous, et à commencer aussi par moi, ne peuvent pas se positionner, parce que ça demande beaucoup trop d'argent. Donc là, d'ailleurs, ils n'ont même pas mis la contribution, ça veut dire que c'était beaucoup trop d'argent pour vous et moi. On oublie ça de suite. D'ailleurs, là, vous comprenez qu'en étant un investisseur crypto classique, vous êtes déjà à la 4e, 5e vague. Donc potentiellement, vous avez perdu de l'argent. Ensuite, il y a les phases publiques. Là, il y en a eu 2, du 2 au 19 janvier et du 31 au 28 février. La deuxième demandait 30 Ethereum. L'Ethereum était à l'époque à 1000 $. Il fallait quand même mettre 30 000 $ sur la table. On oublie. On arrive sur la dernière phase de vente publique sur laquelle je me suis positionné, qui demandait entre 0,1 et 1 Ethereum. Donc là, c'était convenable. Plusieurs personnes ont pu investir dans mon groupe. Et là où ça devient important, sur lequel je veux investir aussi, c'est sur le fait que régulièrement, même systématiquement, des pays ne peuvent pas le faire. Des pays sont interdits de se positionner, à commencer par les États-Unis, le Canada, Taïwan, Hong Kong. Donc rien que là-dessus, c'est une opportunité de marché pour nous, Européens. C'est assez rare d'avoir une opportunité de marché avant les Américains, avant certains pays asiatiques. Donc rien que là-dessus, une fois que ça arrive sur les plateformes d'échange américains ou même globalement planétaires, bah, ça prend de la valeur. Donc rien que là-dessus, c'est super important. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup trop exigeants en termes de paperasse, ils sont trop exigeants en termes de papier, et forcément ça rebute la plupart des levées de fonds et ils interdisent tout simplement. Petit détail encore sur ces différentes phases, là c'est indiqué du 31 janvier au 28 février. Mais on ne se dit pas, c'est bon, je reviens dans 2 semaines, le 15 février, je peux investir. Cette levée de fonds a fini en 3 jours. En fait, le 2 février, c'était fini. Donc on ne se dit pas, c'est bon, j'ai le temps, je prépare mes sous quand j'aurai le temps. Non, une levée de fonds, vous êtes un vrai business angel, il faut avoir votre argent prêt, et quand ils vous disent d'investir, vous êtes là, vous êtes prêt. Si vous disent ça commence à 15 h, vous êtes là à 15 h. Donc ce n'est pas du tout le même délire qu'être un investisseur crypto lambda. Là, c'était 3 jours, je vous ai dit l'exemple de BAT, en 30 secondes, c'était fini. On arrive à la fin de ma présentation. Alors là, on va reprendre pour vous expliquer encore une fois que c'est un processus complètement différent. Ça, c'est ma boîte mail sur la levée de fonds de Bitoken. Et effectivement, vous voyez que j'ai reçu pas mal de mails dans tout le processus qui disaient qu'effectivement, il y avait des choses à faire et que si je loupais un seul de ces mails, bah, c'était fini pour moi en gros. Donc là encore, il faut être au taquet, il faut suivre ces mails. Là, il me disait qu'effectivement, que la levée de fonds était annoncée, qu'on pouvait se positionner. Ensuite, j'ai donné mes informations. On arrive sur la whitelist, ils me disent qu'effectivement, je suis admis. Ensuite, ils me disent que le KYC vient de commencer. Donc le KYC, c'est on donne sa carte d'identité, on dit qui on est, où on habite, ainsi de suite. Là, ils m'ont dit ensuite que c'était validé. Ils m'ont donné le lien de vérification. Ça a été approuvé. Et ma contribution, la limite de la contribution a été envoyée au dernier moment ainsi que l'adresse. Donc vous voyez que le processus est complètement différent. Il faut être là au bon moment. Et ça peut être frustrant pour la plupart des gens parce qu'ils se disent bah, je vais investir dans les SEO comme sur n'importe quel marché. Sauf que la première, ils n'arrivent pas à se positionner. La deuxième, bah, ils loupent un mail. La troisième, ils sont là en temps et en heure, mais c'est déjà fini. Donc sur, on va dire, une dizaine d'ICO, de STO dans l'année, on va peut-être vouloir se positionner sur une ou deux. Parce que des fois, on ne peut pas. Des fois, il y a même des loteries. Des fois, ils vous posent un questionnaire technique pour voir si vous avez bien compris le projet, pour voir si vous n'êtes pas là juste pour l'argent. Et même des fois, ça va plus loin. Bitoken, le but étant de mettre Airbnb sur la blockchain, ils vous demandaient votre compte Airbnb pour voir si vous étiez vraiment un utilisateur d'Airbnb et si vous avez plus de 3 transactions dans l'année, vous étiez mis en avant, vous aviez une meilleure note. Et tant mieux, parce que ça met en avant des personnes qui sont intéressées et qui ne sont pas là juste pour l'argent. Donc quand vous placez votre argent et que vous arrivez au bout et que vous pouvez vous investir votre argent en temps et en heure, vous êtes content. Est-ce que maintenant vous voulez des exemples? On a cité Polymath qui était un cas particulier tout à l'heure. Je vais vous donner quelques noms d'ICO, de projets crypto qui viennent d'arriver ou qui vont se lancer et qui vont exploser en 2019, plus un petit ajout sur les STO.
Donc je vais vous en donner 4. Neon Exchange, Origin Protocol, Chromapolis, Phantom. Donc ces 4-là, alors normalement, vous n'êtes pas censé les connaître. Sinon, je ne sers à rien si vous connaissez tout ça. Donc ce sont des ICO en cours ou à venir, et je vous le conseille. C'est donc du coup dans le haut de mon tableau, c'est dans mon top 10 de l'année, c'est du même acabit que QuarkChain ou tous les autres sur lesquels je me suis positionné. Sans oublier d'acheter donc l'utility token de Polymath, plus toutes les SEO que va proposer Polymath en 2019. Si vous deviez investir peut-être que sur un ou sur deux, je vous conseillerais plutôt Phantom en particulier et Polymath. Donc vous mettez un billet sur les deux. La question qu'il y a eu tout à l'heure pour savoir comment on fait, sur quelle plateforme, quelle est la technique, malheureusement là je ne vais pas avoir le temps de vous le dire, mais on peut aller chercher l'information. Vous allez sur coinmarketcap.com, c'est un peu la bible pour un investisseur crypto-monnaie. Vous rentrez le nom de ces 4, 5, 6 noms-là, et ça va vous dire sur quelle plateforme on peut acheter le crypto-actif ou l'ICO. Ça va vous donner les vraies informations qui ont été vérifiées. Sur coinmarketcap.com. Tu tapes le petit nom. Si le nom ne s'affiche pas, ça veut dire que la levée de fonds n'a pas été encore été faite. Donc là, tu vas devoir aller chercher par toi-même l'information. Encore une fois, on n'est pas sur le crypto lambda. Si ce n'est pas sur CoinMarketCap, c'est-à-dire qu'effectivement, ça n'a pas commencé, qu'il faut aller s'enregistrer pour devenir investisseur chez eux. Sur le site officiel, du coup. Ça n'existe pas, les plateformes d'ICO. C'est le site officiel. C'est tout. Un point, c'est tout. Si tu le trouves sur CoinMarketCap, c'est-à-dire que ça vient juste d'être lancé, mais ça vaut encore le coup d'en acheter maintenant. Puisque, comme je vous ai dit, 2019, ça va exploser, plus évidemment toutes les STO qui vont arriver. On va conclure, ma dernière slide. Donc là, vous avez eu le contexte global, planétaire, sur la politique, les registrations, comme on dit, tous les termes financiers qui ont été validés en Europe, en France. Vous avez eu l'approche analytique, donc ça c'est mon tableau, en fait, tous les paramètres analysés, plus quelques conseils. On va conclure sur une petite phrase qui est assez sympathique de monsieur Alex Tapscott, qui nous dit qu'en termes de dollars levés, les 5 prochaines années vont faire paraître la bulle de l'ICO pour de la gnognotte. Et donc que les STO, qui sont l'évolution des STO, vont devenir quelque chose d'omniprésent dans le monde financier, et pour n'importe quel service financier, ça va devenir quelque chose de très normal. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Bonjour, Louis Mutombo. Donc ma question, ça serait plus d'ordre fiscalité. Ouais. Aujourd'hui, où on en est en France, parce qu'il y a tellement d'informations qui passent, qui reviennent, et on ne sait pas trop. Ça va être assez simple. La France veut se placer en leader européen de la blockchain. La France est très pro-crypto. Bon, ça ne l'était pas l'année dernière. La France était assez anti-crypto. Bon, ils ont retourné leur veste du jour au lendemain. Ils sont passés du terme crypto-monnaie, c'est le diable, à crypto-actif, c'est génial. Et bon, ils ont retourné leur veste. Bon, il y a des intérêts économiques, c'est-à-dire qu'on va faire venir beaucoup de fonds, d'investisseurs, de start-up en France. Il y a deux choses. Du coup, ils ont simplifié au maximum le processus, à la fois pour les porteurs de projets et pour les investisseurs. Aujourd'hui, il y a une flat tax qui vient d'être mise en place de 30%. Alors, déjà, c'est super simple, et c'est 30%. Je te dirais que c'est bien dans l'idée qu'ils aient fait ça, parce que ça simplifie et que c'est 30% et rien d'autre, mais c'est beaucoup trop comparé à ce qui se fait chez nos voisins. En Europe, c'est entre 0 et 15. En Allemagne, si tu gardes plus d'1 an, tu hold pendant 1 an, tu passes à 0% d'imposition. En Allemagne. En Suisse, c'est 0 direct. En Espagne, en Italie, c'est moins aussi. Donc c'est entre 0 et 15, parce qu'en fait, pourquoi ils ont fait ça ? Et parce qu'en fait, ils n'ont pas décidé si c'était un bien mobilier, si c'était une plus-value financière. Ils n'ont pas donné leur avis, encore une fois, ce qui est bien dommage.
Mais en gros, flat tax 30%, ça changera peut-être dans 6 mois, dans un an. Ok, merci. Ça sera applicable au 1er janvier 2019. Okay, merci. Bonjour. Salut. Merci, très bonne intervention. Pourquoi y a-t-il autant de crypto-investisseurs nomades qui vont en Estonie? Parce qu'ils sont très en avance. En fait, c'est juste ça. Ils sont très en avance sur la technologie blockchain. À savoir que l'Estonie ont mis toute leur administratif sur la blockchain. Ça veut dire plus aucun papier, tout est sécurisé. Ils ont mis leur système de vote sur la blockchain, donc plus aucune corruption. Ils ont mis leur processus immobilier sur la blockchain. C'est-à-dire que maintenant, tu signes un bien en Estonie, ça prend 1 semaine et ça coûte 500 €. Ils ont tout mis sur la blockchain. Il y a un intérêt économique, c'est-à-dire qu'ils vont se placer. C'est un petit pays, c'est aussi beaucoup plus facile de mettre des choses en place qu'un grand pays comme la France. Certes, mais ils attirent plein de monde va en Estonie. Que ce soit des entrepreneurs, des start-upers, des infopreneurs. Et voilà, c'est juste parce qu'ils ont été en avance, ils ont peut-être mis des choses en place, ils ont une politique sur la nouvelle technologie qui est la blockchain. Donc c'est pas du tout une histoire de fiscalité en fait. Non, après, ils allègent la fiscalité parce que justement, ils veulent être en avance sur les autres. C'est sûr que si tu mets 50% d'imposition, il n'y aura personne qui vient, même si tu as envie que ton pays soit numéro 1. Mais oui, il y a un peu de fiscalité aussi. Dernière question peut-être. Juste 1 minute. Une ICO qui a pour ambition de lever des fonds pour les investir ensuite dans des startups. Comment on peut analyser ça? Une ICO qui veut faire une sorte d'ICO derrière en fait. Voilà, lever de l'argent et derrière les investir dans des startups comme un business angel. Crowdfunding 3.0. Voilà. Ça serait un peu la même logique que Polymath du coup. Ils ont créé un utility token, ils ont fait une levée de fonds, ils ont fait une ICO sur Polymath pour ensuite devenir une plateforme qui va proposer d'autres projets, d'autres startups. C'est un peu la même idée, mais c'est tout à fait viable. Il y a une autre crypto, un autre ICO qui fait ça. J'ai oublié le nom, mais effectivement ça existe déjà. C'est du crowdfunding du planétaire qui utilise la blockchain et il n'y a plus aucun intermédiaire. Ça facilite, il y a moins de frais, c'est top. Il faudrait que je retrouve le nom de... Ouais. Si vous avez d'autres questions, on vous invite à les poser à François durant la pause. Nous allons avoir une pause d'une 30aine de minutes, mais avant tout, on va applaudir très fort François Denis pour son intervention. Merci François.